Lynn Renault n'a pas seulement été une star, elle a été un phare dans une France en reconstruction. Née Jacqueline Anté le 2 juillet 1928 à Pont-à-Marre, près de la frontière belge, elle grandit dans un monde marqué par la guerre et les secrets. À 97 ans, elle livre enfin des vérités qu'elle a portées en silence, des confessions sur l'amour, la perte et les trahisons qui ont façonné sa vie. Derrière son sourire iconique se cache une histoire de résilience, de blessures jamais cicatrisées, et d'une femme qui a transformé sa douleur en allègue pour les générations futures. De ses débuts dans un café chantant à son combat pour les droits des femmes et des malades, Lynn Renault est bien plus qu'une artiste, elle est un symbole de courage et de vérité. Une enfance sous l'ombre de la guerre. Jacqueline Anté grandit dans une famille modeste du nord de la France. Son père, employé de banque et musicien amateur, est fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. Son absence laisse un vide, comblé par 3 femmes fortes, sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Elles lui apprennent la survie, la dignité et le silence face à l'adversité. Mais ce silence a un coût. À 12 ans, Jacqueline découvre un secret dévastateur. Le garçon avec qui elle joue dans le village est son demi-frère, fruit de la double vie de son père. « J'ai entendu les cris de ma mère depuis la rue », racontera-t-elle. Ce moment brise son innocence et plante les graines d'une méfiance envers l'amour et la confiance. Son père, revenu de la guerre, n'apporte pas la stabilité espérée. Imprévisible, souvent ivre, il effraie la jeune Jacqueline. Le vendredi, je me cachais, confiera-t-elle. Sa mère, bravant la honte sociale, divorce est un acte audacieux dans la France des années 1940. Jacqueline, élevée dans un foyer de femmes, apprend à sourire malgré la douleur, une leçon qui deviendra sa signature. À 12 ans, elle chante la Madelon sur un tonneau dans un café local, captivant un public de soldats et d'ouvriers. Sa voix, claire et émouvante, est déjà une promesse d'évasion. À 14 ans, elle échoue au certificat d'études, un revers qu'elle transforme en opportunité. L'école n'était pas pour moi, dira-t-elle. Auditionnant pour le Conservatoire de Lille, elle impressionne par sa détermination plus que par sa technique. Le directeur de Radio Lille, présent, lui offre une place dans l'orchestre de la station. Jacqueline Anté devient Jacqueline Ray, son premier nom de scène, et à 17 ans, en 1945, elle chante dans les music-halls parisiens, loin des ruines de la guerre. Paris, en 1945, est une ville blessée mais avide de beauté. Jacqueline, à peine arrivée, rencontre Loulou Gasté, un compositeur de 37 ans, déjà établi. Il a 20 ans de plus, une réputation solide, et un charisme indéniable. Je le trouvais vieux, plaisantera-t-elle plus tard. Pourtant, leur connexion est immédiate, professionnelle d'abord. Gasté voit en elle une étoile brute, elle voit en lui un guide. Il la rebaptise Lynn Renault, inspirée par le nom de sa grand-mère, Renard, avec une légère modification. Il écrit ses chansons, peaufine son style, redessine jusqu'à son apparence, ses dents, sa silhouette, sa garde-robe. Il m'a tout appris, dira-t-elle, mais il m'a aussi tout contrôlé. Lynn devient une sensation. Ses chansons, comme Étoile des neiges, capturent l'âme d'une France en quête d'espoir. À 22 ans, elle épouse Gasté en 1950, un mariage perçu comme une histoire d'amour idéal. Mais la réalité est plus complexe. Gasté n'est pas seulement un mari, il est un mentor omniprésent, parfois oppressant. Je lui faisais confiance, confiera Lynn, mais je n'avais pas toujours le choix. Leur relation, fondée sur un respect professionnel, manque de la passion qu'elle recherchera ailleurs. La douleur d'une vie non vécue. À 18 ans, avant leur mariage, Lynn tombe enceinte. Dans la France conservatrice de l'époque, un enfant hors mariage est un scandale, surtout pour Gasté, tout juste divorcé. Il décide d'interrompre la grossesse. L'intervention, clandestine, tourne au cauchemar. Dans une ruelle sombre, une faiseuse d'anges opère dans des conditions sordides. Lynn contracte une septicémie, frôlant la mort. Un médecin de famille termine l'opération sur une table de cuisine. Cet enfant aurait 70 ans aujourd'hui, dira-t-elle à 95 ans, les yeux baissés. C'est mon plus grand regret. Ce traumatisme marque Lynn à jamais. Elle n'aura jamais d'enfant, une douleur qu'elle enfouit sous son sourire de scène. Ne pas être mère, c'est mon échec, avouera-t-elle. Elle continue à chanter, à briller, mais derrière les rideaux, elle pleure une vie qu'elle n'a pas vécue. Son mariage avec Gasté, qui dure jusqu'à sa mort en 1995, repose sur un partenariat plus que sur une passion. Je l'aimais, mais pas physiquement, confesse-t-elle. Cette part de son cœur, elle la donnera à un autre. Une passion cachée, Nat Jacobson. Dans les années 1970, Lynn rencontre Nat Jacobson, un homme d'affaires américain, fondateur du Caesars Palace à Las Vegas. Charismatique, audacieux, il est tout ce que Gasté n'est pas. Quand je l'ai vu, j'ai su que ce serait une histoire, dira-t-elle. Leur liaison, passionnée et secrète, dure 15 ans. Avec Nat, Lynn se sent vivante, vue, aimée. Mais elle ne quitte pas Gasté, par loyauté et par peur de briser l'équilibre de sa carrière. J'ai aimé 2 hommes,
confiera-t-elle à 90 ans. L'un avec respect, l'autre avec passion. La mort de Nat en 1987 la laisse dévastée, un chagrin qu'elle cache au public, fidèle à son habitude de garder ses blessures secrètes. En 2002, Lynn, alors âgée de 74 ans, rencontre Jenny, une jeune fille de 17 ans, fan dévouée depuis l'enfance. Jenny arrive avec un classeur rempli d'articles et de photos de Lynn, certains datant des années 1940. Touchée, Lynn l'accueille dans sa vie. Jenny l'appelle Mamounette, un surnom qui émeut Lynn, privée de maternité. Peu à peu, Jenny devient plus qu'une admiratrice. Elle s'installe à la Jonchère, la maison de Lynn depuis 1948, gérant ses affaires, filtrant ses appels, devenant une confidente. Lynn, vieillissante, voit en elle une héritière potentielle, envisageant même de lui vendre sa maison en viager. Mais des signaux d'alerte apparaissent. Jenny devient possessive, s'énervant lorsque Lynn passe du temps avec d'autres. « Tu ne m'as pas regardé de tout le dîner », écrit-elle dans un message troublant. En 2010, Jenny annonce avoir reçu un héritage et propose d'acheter la Jonchère. Elle présente des documents, parle avec assurance. Mais le notaire découvre la vérité. Le chèque est faux. Jenny a menti sur tout à son argent, son passé, ses intentions. Lynn, blessée mais digne, la confronte sans colère. « Construis ta propre vie », lui dit-elle. Jenny disparaît, laissant Lynn face à une nouvelle trahison. Le lendemain, Lynn est hospitalisée pour une hémorragie interne, aggravée par le stress. Elle survit, mais cette épreuve ravive ses blessures d'enfance. La confiance, une fois encore, la trahit. Lynn n'a jamais fui la douleur, elle l'a transformée. Dans les années 1980, face à l'épidémie de sida, elle cofonde SIDAction avec Elizabeth Taylor et Pierre Berger, bravant les préjugés. « J'ai reçu des sacs de lettres de haine », racontera-t-elle. « On m'a dit que je perdrais tout. Et j'ai perdu, un temps. » Mais elle persiste, tenant la main des malades, pleurant avec leur famille. « Le sida m'a appris ce qu'est la vraie souffrance », dira-t-elle. En 2024, à 96 ans, elle célèbre le 30e anniversaire de SIDAction, un combat devenu partie intégrante de son identité. Son engagement s'étend aux droits des femmes. En 2024, lorsque la France inscrit l'IVG dans sa constitution, Lynn parle publiquement de son avortement clandestin. « C'était un couloir sombre, du sang, la peur », confesse-t-elle. Personne ne devrait vivre ça. Son témoignage, brut et poignant, touche des millions. À 95 ans, elle n'a plus rien à prouver, seulement des vérités à partager. Lynn devient aussi une voix pour le droit à mourir dans la dignité. Témoignant devant l'Assemblée nationale, elle évoque Loulou Gasté, suppliant dans ses derniers jours. Quand est-ce que ça s'arrête? En 2022, elle signe une tribune avec le député Olivier Falorni, plaidant pour l'aide médicale à mourir. On choisit sa vie, dit-elle. On devrait choisir sa mort. Sans enfant biologique, Lynn devient la mère d'une nation. Elle entoure d'affection des artistes comme Muriel Robin, Danny Boone, Claude Chirac et Florent Pagny, qu'elle soutient dans son combat contre le cancer en 2025. Il est guéri, je le sens, dira-t-elle après une visite à la Jonchère. Ces enfants de cœur incarnent son besoin de donner, de combler le vide laissé par la maternité perdue. Un adieu préparé. Lynn a tout prévu pour son départ. Elle veut mourir chez elle, à la Jonchère, avec son chien pirate à ses côtés. Pas d'hôpital, pas de machine, insiste-t-elle. Inspirée par les funérailles vibrantes d'Henri Salvador, elle rêve d'une cérémonie jazz à la Nouvelle-Orléans, émouvante mais pas pesante. Ses archives, celles de Gasté, et ses lettres sont léguées aux Archives nationales, un don de mémoire à la France. En 2018, elle reçoit la Grand Croix de la Légion d'honneur. En 2023, un jardin à son nom est inauguré près des Champs-Élysées. Tout est prêt, dit-elle à 97 ans. Il ne me reste qu'à vivre encore un peu. L'histoire de Lynn Renault n'est pas celle d'une star intouchable, mais d'une femme qui a transformé ses blessures en force. De l'enfant trahi par son père à la jeune femme brisée par un avortement clandestin. De la star amoureuse d'un homme qu'elle ne pouvait avoir à la protectrice d'une nation, Lynn a vécu 1000 vies. Ses confessions, tardives mais sincères, révèlent une vérité universelle. Même les légendes portent des cicatrices. J'ai survécu, dit-elle, mais personne ne devrait survivre comme ça. Quelle facette de Lynn Renault vous a le plus touché? Son courage face au sida, sa douleur de ne pas être mère, ou sa quête de dignité jusqu'à la fin. Partagez vos pensées dans les commentaires, et si cette histoire vous a ému, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits sur les vies qui ont marqué l'histoire.